5h55, nous sommes le mardi 11 décembre 2018. Dans 20 jours, le 31 décembre, il y a comme un air de Noël et de fin d'année qui souffle sur ce plateau. Regardez ce plan large de Soro Félicité qui montre quand même que nous sommes dans la version Christmas. Ben oui, les étoiles pétillent encore sur ce plateau et dans nos yeux, dans nos cœurs, partout où l'on se trouve. Noël, c'est la magie. Alors, on vous invite à participer massivement à cette magie avec nous aujourd'hui. Vous voyez, c'est le décor, juste derrière, voilà. J'ai découvert là avec des étoiles qui scintillent. Oui. On a voilà... Grâce à la maestria, à la dextérité de notre décoratrice et surtout également de Diane Thiama, la chargée de production qui nous fait... Oui, elle est restée tard la nuit hier pour pouvoir nous offrir ce beau décor. À vous aussi également, chers téléspectateurs. Donc, merci à toutes les équipes qui ont travaillé. Ne vous inquiétez pas, Noël, c'est dans quelques jours. Ça va venir. Merci d'être avec nous. OK, il n'y a pas de souci. Vous aurez votre cadeau, mais dis donc, hein, les enfants feraient Je suis l'enfant de mes parents aussi, pourquoi pas. Allez, au sommaire de cette émission, on aura bien sûr le droit. Aujourd'hui, c'est mardi, on n'oublie pas nos fondamentaux. Aujourd'hui, en droit, nous allons parler, Alix, de la santé des personnes détenues. Oui. Donc, c'est très important. D'ores et déjà, hashtag Matin Bonheur, hashtag, en tout cas, pour poser toutes vos questions, suggestions également. Et puis, tout de suite, on va essayer d'entrer en contact avec quelqu'un que vous connaissez bien. Oui, c'est le beau sourire de Nessindri. On essaie de voir si elle nous perçoit depuis l'endroit où elle se trouve, si c'est possible. Hein. Voilà, Nessie est là. Ah, derrière, on est synchrone aujourd'hui hein, par rapport à Noël. On a des papas Noël juste derrière. Donc, sûrement qu'on baignera encore dans l'univers. On a une image fixe seulement de Nessie. On ne peut même pas entendre sa voix. Mais enfin, techniquement, ça va. Hein. Bon, on la reverra dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas. C'est le passe-partout, bien sûr, avec Nessie Indri. Également, aujourd'hui, c'est mardi. Isaac Desso sera avec nous pour les matins d'Isaac et toute sa bande. Et un deuxième Isaac, vous le savez. Oui, un deuxième Isaac, Siaka, celui-là. Exactement. Qui nous parlera, bien sûr, de tout ce qui est digital. C'est notre monsieur digital officiel de Matin Bonheur. Sans oublier tous les démembrements qui nous feront l'honneur de figurer sur le précieux conducteur de la matinale. Et tout ça à la manette Soro Félicité. Dans un instant, on aura le flash, mais on peut quand même célébrer aujourd'hui les... Nous célébrons aujourd'hui les Daniel. Ah, j'ai un prénom qui est Daniel, avec un deux L. Donc, nous célébrons Daniel, Amiela, Amiel, Damas, Daniel, Daniès, Daniel, Daniela, Dan, Dani, Fusias, disons que c'est un nom, hein, Fusias et Fusienne. Non. Et puis aujourd'hui, c'est l'anniversaire. Nous souhaitons joyeux anniversaire à une personnalité du monde footballistique et sportif tout court de notre pays, Jacques Bernard Daniel Anouma, ex-président de la Fédération ivoirienne de football. Il s'appelle Daniel également. Voilà, on a ça normalement en illustration. On devrait avoir le visage de cet homme-là qui vraiment aura apporté beaucoup à notre pays en matière footballistique. On n'a pas l'image de Jacques Daniel Bernard Anouma? Non. On aura bien sûr d'autres anniversaires encore. On va revenir là-dessus après. Bah oui, on aura les illustrations qui seront prêtes. Pendant ce temps, Alix, on a encore des anniversaires. 11 décembre, naquit 1810, Alfred de Musset, un célèbre écrivain. Voilà, il est né en 1810. Ça fait longtemps, sûrement décédé malheureusement. 11 décembre 1930, Jean-Louis Trintignant, également acteur que l'on aime. Mais voilà, on n'a malheureusement pas les images d'illustration, sûrement un peu plus bas dans l'émission. Expression du jour, Monsieur Marco. Oui, expression du jour. Il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Ah oui. Il ne faut pas jurer que l'on n'aura jamais besoin de telle ou telle chose ou de telle personne, que l'on ne fera jamais telle chose. Il ne faut jurer de rien parce que, comme on dit, on ne sait jamais. Donc voilà. Ils nous ont quittés 11 décembre 1941, Charles-Émile Picard, donc mathématicien français. Et puis on salue tous ceux qui nous regardent dans le plein pays profond, nos téléspectateurs fidèles, donc des villages, des hameaux, tout ça. Il est 6 heures partout en Côte d'Ivoire, dans quelques secondes seulement. Et 6 heures chez nous, à Matin Bonheur, ça équivaut à monsieur... À monsieur Régis Kofi. Effectivement, bonjour Alix, bonjour à Marco, bonjour à toutes et à tous, madame, monsieur, bienvenue dans cette édition. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est depuis hier au Caire en Égypte. Il représente le président Alassane Ouattara à l'ouverture officielle de la première édition de la foire intra-africaine du commerce.
Cette foire qui va se tenir du 11 au 17 décembre vise à promouvoir et booster les échanges commerciaux entre les États africains. Écoutons le vice-président Daniel Kablan-Duncan au micro de notre envoyé spécial, Mahama Traoré. Petit problème technique, nous allons passer à l'élément suivant. La deuxième édition du forum sur les mines et le pétrole a ouvert ses portes hier à Abidjan en présence du vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. L'initiative de la CEDEAO est un rendez-vous majeur qui réunit investisseurs, décideurs, professionnels, fournisseurs et experts du secteur minier d'Afrique et du monde. Lanciné Bakayoko. L'Afrique de l'Ouest, un nouveau bassin de ressources extractives sur le continent. La région ouest africaine est passée première région aurifère devant l'Afrique du Sud et elle fournit par ailleurs 10% du manganèse, 8% de la bauxite et 7% de l'uranium mondial. Dans le secteur des hydrocarbures, l'Afrique de l'Ouest renferme 30% des réserves prouvées de pétrole brut et de gaz de l'Afrique. Des gisements en hausse, mais pas à la mesure du potentiel des secteurs pétroliers et miniers, en capacité de devenir le second levier de développement après l'agriculture. Ces performances, que nous saluons à leur juste valeur, demeurent fragiles et sont, faut-il le souligner, loin de répondre à toutes les attentes du gouvernement, des populations et même des entreprises. En Côte d'Ivoire, de nombreuses réformes ont été engagées dans le domaine de la gouvernance avec de nouveaux codes miniers, pétroliers et gaziers. Grâce à ces réformes, le secteur minier ivoirien a enregistré à fin 2017 164 permis de recherche minière et 15 permis d'exploitation minière industrielle. En ce qui concerne la production industrielle de l'or, elle est passée à 25,395 tonnes d'or fin 2017 contre seulement 7 tonnes d'or en 2009, soit une hausse de 262%. Du côté des opérateurs privés, en l'occurrence chez les petits miniers, cette rentabilité de l'activité sera davantage assurée si le secteur est débarrassé des acteurs illégaux. Avec le fléau de l'orpaillage clandestin, il faudrait que les énergies soient mutualisées pour permettre à ce que nous puissions un peu juguler cet aspect du mal qui, effectivement, essaie de s'étendre sur la Côte d'Ivoire. Au niveau des hydrocarbures, l'embellie s'observe également par l'augmentation de la production pétrolière qui est passée de 32 000 à 42 000 barils jour. La passation de charges entre le ministre Thierry Tano, ministre du Pétrole et des Énergies renouvelables, et Abdourahmane Cissé s'est déroulée hier au plateau. Une passation de charges qui fait suite au réaménagement du gouvernement intervenu dans la matinée. Jean-Luc Gbangbo. Aussitôt dit, aussitôt fait. La passation de charges entre les ministres Thierry Tano et Abdourahmane Cissé est intervenue quelques heures après le réaménagement technique du gouvernement. Thierry Tano, ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables depuis janvier 2017, dit quitter ce poste avec le sentiment de travail bien fait. Que ce soit dans le secteur des hydrocarbures ou celui de l'énergie et des énergies renouvelables, je pense que nous avons enregistré ensemble de belles avancées. Il reste beaucoup de travail à accomplir et le président de la République et le Premier ministre en sont tout à fait conscients. Voilà pourquoi ils ont choisi l'excellence pour diriger le ministère. Sourire, échange d'amabilité, cette cérémonie supervisée par le secrétaire général du gouvernement s'est déroulée dans une ambiance bon enfant, tout en ayant à l'esprit les futurs défis à relever dans ce ministère. Il y a un programme phare qui a été lancé par le chef de l'État qui fait partie de son programme de campagne, qui est celui de l'électrification de l'ensemble des localités de plus de 500 habitants. Je sais pouvoir compter sur vous pour que ce programme puisse connaître une fin à la fin de l'année 2019. Mais bien entendu, nous souhaitons aller plus loin, parce que le but, c'est d'arriver à avoir une électrification complète dans l'ensemble de localités de notre pays. Mais il y a aussi énormément de défis à relever dans les autres secteurs, notamment dans celui du pétrole, dans celui du raffinage et, bien entendu, dans celui du développement des énergies renouvelables. Pour Abdourahmane Cissé, il s'agit d'un retour au gouvernement après avoir occupé la fonction de ministre du Budget et du portefeuille de l'État entre 2013 et 2017. Il était jusqu'à ce 10 décembre 2018 ministre conseiller spécial auprès du président de la République.
Le 10 décembre est déclaré Journée internationale des droits de l'homme. La journée coïncide cette année avec le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'événement s'est déroulé à la place Figayo de Yopougon, une occasion pour la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDHCI, et d'autres organisations de promouvoir les droits de l'homme. Parlons à présent de sport, football et de la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis quelques jours, certains membres de la CAF, Confédération africaine de football, déclarent que la Côte d'Ivoire et la Guinée ne seraient pas prêtes pour organiser respectivement les CAN de 2021 et 2023. Une affirmation qui divise les membres du comité exécutif de la CAF. Kati Touré a rencontré Moussa Biliti, ex-président de la Confédération, qui dit sa part de vérité. La Côte d'Ivoire ne sera pas prête pour la CAN 2021. Déclaration faite par le président de la CAF, Ahmad Ahmad, sur plusieurs médias au sortir de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de l'institution tenue le 30 novembre au Ghana. Des propos qui ne font pas l'unanimité au sein du comité exécutif, à entendre Moussa Biliti du Libéria. I can say this as an executive committee member and also member of the emergency committee. Je peux dire, en tant que membre du comité exécutif et aussi du comité d'urgence, la CAF doit faire attention à cette déclaration pour éviter de se créer des problèmes. Nous avons traité seulement le cas du Cameroun. Pour la Côte d'Ivoire, nous avons décidé d'envoyer une équipe technique pour contrôler si les préparatifs avancent. C'est seulement lorsque le rapport sera en notre possession que nous serons à mesure de prendre une décision pour 2021 et 2023. Il n'a jamais été question de déplacer la CAN de la Côte d'Ivoire. On a pris la décision pour le Cameroun à 6 mois de la compétition. On ne peut pas décider pour la Côte d'Ivoire à 2 ans. Notre position aujourd'hui est très claire. Aujourd'hui, le pays hôte pour 2021, c'est la Côte d'Ivoire et 2023, la Guinée. Toute autre chose qui a été dite n'implique pas le comité exécutif. Concernant la Guinée, je ne peux pas en parler parce que moi, je ne parle pas français, donc je ne sais pas ce que le président et le vice-président ont déclaré. Mais je sais que le comité n'a jamais décidé d'arracher la CAN à la Côte d'Ivoire. En attendant une éventuelle notification officielle, la CAN 2021 appartient toujours à la Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce rendez-vous actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 6h30. A tout de suite, Régis Kofi. Et maintenant encore, on va dire le curseur sur le sport. On part pour le fitness avec coach Karl Kadi. Bonjour Marco, bonjour Alix, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport. Alors moi c'est coach Kadi. Aujourd'hui je suis là pour vous présenter des exercices beaucoup plus dynamiques. On va travailler principalement le cardio, donc ça va être des sauts, ça va être des déplacements. On aura 5 exercices, donc sans plus tarder on commence. Premier exercice, tout le monde le connaît, jumping jacks. On va partir pour 15 répétitions et c'est parti. 1, 2, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Deuxième exercice, jump squat. On va garder les jambes écartées à la largeur des hanches ou pour ceux que c'est un peu plus difficile, on peut aller un peu plus large que les hanches. Donc jambes écartées à la largeur des hanches, on descend en squat et on remonte en sautant. Hop, on va en faire 12 comme ça. 3, 2, 1 et on y va. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Excellent. Deuxième exercice, on va partir pour des déplacements, on appelle ça des skaters. Donc c'est sauter en allant de chaque côté, même principe, on va en faire 12. 3, 2, 1 et on y va. 1, 2, on pense à bien respirer durant votre exercice. 5, 7, 8. Pour ceux qui ne peuvent pas sauter, vous pouvez le faire en marchant. 10, encore. 11 et 12. Parfait. Quatrième exercice, split lunge. Je vais me mettre de profil. On va garder, on va partir en position fente. On va descendre en fente.
On saute et on change de jambe. Et on y va. 1, 2, 3. On prend notre temps. 4. 7. 8. Les burpees, bien évidemment. Alors, version débutante. On monte, on emmène les mains au sol, on allonge les jambes, on revient et on remonte. Version intermédiaire. On descend, on allonge les jambes, on saute, on revient et on remonte. Pour les plus avancés, on descend, on saute et on revient. On en fait 7 autres comme ça. Hop. 5, 6, 7. On pense à bien respirer. 8. N'oubliez pas, les débutants, pas obligés de sauter. On part pour 10. Intermédiaire. On part pour 11. On saute, on revient. Hop. Et une dernière, 12. Excellent. Alors, c'est des exercices qui vont permettre de travailler votre cardio. Donc, vous allez sentir que vous avez du mal à respirer. Vous allez sentir que vous avez chaud. Vous pouvez prendre des petites pauses en chaque exercice. Il n'y a aucun problème avec ça. Moi, je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous dis à la prochaine. À très vite, coach. Et vous l'avez constaté, c'était des exercices pour le cœur, donc des cardio. Alors, nous avons pu voir Nessie à l'entame de l'émission, n'est-ce pas Marco? Tout à fait, Nessie, donc pour le passe-partout, c'est parti. Bonjour Marco, bonjour Alix, bonjour très chers téléspectateurs de Matin Promesse. Vous le savez, nous sommes en période de fin d'année et c'est la période à laquelle les parents désireux de perpétuer cette vieille tradition de Noël dépensent énormément d'argent. Le passe-partout est venu vérifier s'il y a de belles choses à découvrir ici. Noël avant Noël, pourquoi pas? Allez. Nous sommes avec Sanogo Adja. Elle est venue de Yopougon pour s'approvisionner, n'est-ce pas? Oui, oui. Et pourquoi vous avez choisi ici pour venir acheter les jouets pour revendre chez vous à Yopougon? Les jouets sont moins chers. Je suis venue à vendre, je suis venue prendre, je m'allais vendre moins cher aussi. D'accord. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Merci. On espère qu'avec cette fête-là, vous allez avoir beaucoup d'argent. Amin. Vous avez déjà fait votre choix ou c'est lui qui doit faire le choix? Non, pas lui. Bon, j'ai fait le choix d'une voiture, mais j'ai vu que ceux-là sont à 500. Donc j'ai décidé de prendre quelque chose même aujourd'hui. Il va jouer avec en attendant qu'on vienne prendre la voiture. Parce que pour la voiture, ils ont dit que tout a été déjà pris. Que voilà, en semaine, il y aura encore d'autres jouets. Mais des voitures qui vont venir. Donc on a passé la commande. Mais je vais prendre quelque chose ici au moins pour partir avec. Merci beaucoup madame. Et bonne fête de Noël. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien. C'est la RTI Matin Bonheur. Ah oui. Et dites-nous, pourquoi vous avez décidé de venir faire vos achats maintenant? Bon, on a décidé comme ça, on a attendu la foi sur les réseaux sociaux. Donc on a décidé de venir jeter un coup d'œil. Puis bon, c'est intéressant, les prix sont vraiment abordables. Et vraiment, on les félicite. Alors on va faire une petite comparaison. Les années précédentes, vous achetiez les cadeaux à partir de quelle période? Bon, dans le mois de décembre même, à partir de décembre, je faisais les achats. Mais comme j'ai appris l'information qu'ici c'était ouvert, donc j'ai décidé de venir jeter un coup d'œil. Et vraiment, les prix sont hop. D'habitude, je vais à Djamé à bon prix, Chic Choc et tout. Mais cette année-là, on a décidé de venir ici. Merci beaucoup. On a là
un monsieur. Bonjour. Oui, bonjour madame. Vous allez bien? Merci, oui, ça va. Votre nom, s'il vous plaît? Yeo Ousmane. Alors, monsieur Yeo, pourquoi vous avez décidé de venir faire vos achats maintenant, à cette période de l'année là? C'est pas trop tôt? Ben non. Je crois qu'il faut commencer dès maintenant pour être voilà, donc à l'aise quoi, voilà. Parce que ça fait quelque temps que je passe ici, je vois que les prix sont un peu abordables. Voilà, raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui avec madame, qui est quelque part là-bas, voilà. Vous avez l'habitude de vous lever tôt comme ça? Ben non, je suis venu par rapport à la circonstance, voilà. Donc il fallait que je sois là très tôt. Donc ça pour ne pas que les autres voilà, viennent prendre ça, tous les articles. D'accord. Voilà. Vous avez combien d'enfants? Ben, j'en ai 4. Ouais. Et les 4 seront servis, c'est ça? Oui, par rapport au prix. Donc les 4 seront servis par la grâce de Dieu. Il y a madame qui va choisir, mais je vais l'aider à faire voilà, aussi quelques choix. Hein, voilà. D'accord. Moi, je n'ai pas pu résister. En plus, vous avez la possibilité d'acheter aussi des vêtements pour vos enfants. Donc voilà, moi, je profite. Hein. Je profite pour en prendre pour mes enfants. Bonjour. Bonjour, Auntie. Vous allez bien? Oui, Auntie. Vous avez fait quoi? On est venu faire des achats. Ah. Vous êtes venu faire des achats. Quand vous avez de l'argent, qui vous a remis de l'argent, vos parents? Expliquez-moi, comment vous avez fait pour avoir l'argent pour acheter tout ça? On a demandé à notre Antibon, elle nous a donné pour venir payer des toupies. Des quoi? Des toupies? Et pourquoi vous êtes venu payer les toupies ici? Parce que ça nous plaît. Avec combien vous avez fait tous ces achats-là? Nous avons 2000. Avec 2000, vous avez payé tout ça? Hein? Moi, je peux avoir un petit cadeau dedans sinon. Oui. Donc, vous êtes venu faire plaisir avant Noël, avant que le Père Noël ne vienne déposer vos vrais cadeaux, c'est ça? Ça, c'est avant ou avant le Père Noël, c'est ça? Oui, Nancy. D'accord. Par anticipation, je vous souhaite une très belle fête de Noël. J'espère que cette fête sera tout aussi belle que les autres fêtes. Tout le monde y trouve son compte, les grands, les enfants. Voilà, nous, on continue notre tour, hein. Suivez-nous. Vous êtes venu faire vos achats ici? C'est l'enfant de ma petite soeur. D'accord. Donc, et en profiter pour le faire petit cadeau. Ouais. Voilà. Vous venez de quelle commune? La commune de Cocody. Je suis en face de la pharmacie du lycée technique. D'accord. Donc vous êtes de la commune de Cocody. Je n'ai pas assez d'argent, mais il a donné un cadeau de 1500. Et puis c'est un beau cadeau. Mais ça fait déjà 5500. Ça, c'est passé à 500. Les enfants sont satisfaits. C'est sûr qu'il y aura de très belles fêtes avec cette foire-là. Il y aura de très très belles fêtes. Et la poche des parents va vraiment souffler. Bonjour monsieur, pourquoi l'initiative d'une telle foire? Oui, c'est à Noël, avant Noël. En fait, on a voulu préparer les choses et permettre à toute la population, surtout aux habitants de Cocody, de se préparer parce que Noël, c'est toujours difficile, surtout financièrement. Et on a voulu faire les choses avant pour que les gens puissent se préparer et avoir accès aux jouets bien avant Noël, pour que les gens puissent organiser leurs finances, disons. Pourquoi vous avez décidé d'ouvrir aussi tôt? Et on ouvre très tôt pour permettre aux gens qui partent à leur travail de venir avant le travail. Et on ouvre aussi très tard, jusqu'à 22 h, pour permettre aux gens aussi qui finissent leur travail de se reposer un peu et de revenir aussi pour essayer de voir ceux qui veulent acheter. Bientôt, les fêtes de fin d'année, quasiment hein, les fêtes de fin d'année. Quels sont vos vœux pour la nouvelle année à venir? Joyeux Noël, bonne année. Merci beaucoup, Monsieur Touma. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie. Comme vous l'avez constaté, il y a pour toutes les bourses, partout où vous vous trouvez. Regardez en fonction de ce que vous avez comme moyen à votre disposition pour choisir les cadeaux de vos enfants. Vous n'avez pas besoin de vous ruiner. Alors Nessie, il fallait nous dire aussi quels sont les cadeaux qui sont à la mode hein, pour nous mettre sur la voie. Parce que là, ce n'est pas évident. Hein. Par rapport à l'argent qu'on a, il faut nous dire, on dit les cadeaux qui marchent, qu'est-ce qui est en vogue, qu'est-ce qui est plus acheté, qu'est-ce qui est plus demandé, tout ça. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous êtes déjà dans la fièvre de Noël. Quand on voit un peu ce reportage, on est déjà dans la fièvre. Il est 6 h, c'est ça, hein, 6 h 20 minutes, mesdames et messieurs. Nous allons aller prendre le pouls. Savoir, est-ce que c'est Noël déjà sur nos routes? On y va?
Niveau de... Est-ce qu'on a un souci technique ou bien on va directement? Parce que c'est le point route maintenant normalement. Qu'est-ce qu'on fait? OK. Nous allons discuter avec monsieur le directeur de la communication de l'ANAGED, notre partenaire sur cette émission. Bonjour, c'est avec vous que nous allons faire la route alors. Comment ça va? Ça va très bien, Alex. Alors, bonjour monsieur. À 20 jours de la fin de l'année, quel est le point qu'on peut se faire pour ce qui se passe avec vous? Merci. Au nom de madame le directeur général, je voudrais d'abord dire un bonjour à tous les Ivoiriens, surtout à ceux d'Abidjan, pour dire que Abidjan se porte très bien, les rues sont propres et je crois que nous allons passer de bonnes fêtes. Nous allons passer de bonnes fêtes. Très bien. Alors, par rapport aux opérateurs qui interviennent, on sait que maintenant, Anyama, et Abobo et Benjerville sont desservis. Et pour les autres communes, qu'en est-il? Alors, je crois que nous l'avons annoncé ici, le démarrage qui s'est opéré dans la nuit du 2 au 3 novembre 2018, c'est un démarrage progressif. Aujourd'hui, nous en sommes à 60% de couverture par rapport aux 13 communes d'Abidjan. Et comme vous venez très bien de le dire, les communes de Benjerville, d'Abobo et d'Anyama sont à nouveau traitées par l'opérateur Ecoti SA. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de nous déployer dans les communes d'Agiamé, d'Atekoubé, de Yopougon et de Songon. Donc jusqu'à la date du 15 décembre, les 13 communes du district autonome d'Abidjan seront desservies par nos nouveaux opérateurs. Alors, vous avez posé des bacs à ordures un peu partout dans la ville. À quoi cela répond concrètement? Ben, écoutez, Alix et Marcelin, pendant longtemps, les Ivoiriens se sont plaints de ne pas trouver des bacs à ordures aux accamblis des routes, aux abords des routes pour pouvoir jeter les déchets qu'ils avaient dans leurs mains. Aujourd'hui, c'est chose faite. Un peu partout, nous observons qu'il y a la pose des bacs, la pose des ouvrages pour pouvoir retenir les déchets. C'est le lieu de rappeler aux Ivoiriens, aux populations, que tous ces ouvrages-là sont entièrement gratuits. Donc l'utilisation de ces bacs est entièrement gratuite. Donc nous demandons aux Ivoiriens de bien les tenir, de bien les conserver. D'accord. Et un message davantage pour les populations, notamment pour les heures de sortie, conditionnement et autres? Effectivement, nous sommes dans la période de décembre. Vous savez que c'est une période à forte production de déchets. Et donc nous rappelons les bons gestes à l'endroit des Ivoiriens. Il s'agit dans un premier temps de bien conditionner les déchets, de bien les emballer, de les sortir aux heures indiquées par les opérateurs. Donc ça va être entre 17h et 21h et 5h, 6h. Et surtout d'éviter de sortir les poubelles après le départ des engins de collecte. Alors, là, nous sommes à 20 jours, hein, Alix? Oui. Nous sommes à 20 jours de Noël, quand on sait que c'est une période propice à la forte production de déchets. Alors, quelles sont les dispositions particulières de l'ANAGED? J'imagine que dans votre état-major, on est au four et au moulin. Hein? Vraiment, nous sommes en train de courir un peu partout. Nous mettons les bouchées doubles. En venant, partant, tout ça. Oui, parce que pour nous, les Ivoiriens doivent passer de bonnes fêtes. Les Ivoiriens doivent être dans un cadre propice, un cadre de propreté. Et chaque Ivoirien doit être l'ambassadeur de son environnement. Évidemment, nous le disons, nous le répétons, il s'agit de le respect des heures de sortie des ordures et surtout éviter de laisser les poubelles après le passage des camions de collecte. D'accord. Alors, vous avez annoncé plus haut, hein, le 15 pour desservir toutes les 13 communes. Cela voudrait dire aussi qu'Akwedo, on a parlé d'une date pour la fermeture définitive d'Akwedo. C'est vraiment le 15 ou on a repoussé ou avancé? Bon, c'est vraiment une date qui va être donnée par les autorités supérieures. On avait dit le 15. Ah oui, M. Nadro nous avait dit le 15. Hein. M. Nadro nous a dit le 15, maintenant vous dites autre chose. Monsieur le conseil technique a dit qu'à compter du 15, la fermeture va se mettre en marche. Et donc, nous voulons mettre... les Ivoiriens doivent se tranquilliser, Akwedo sera fermé. Voilà. Des voix plus d'autorisées viendront ici pour donner la date. Donc, à partir du 15, hein, ça sera vraiment de façon progressive, c'est comme ça. Voilà. À partir du 15, toutes les communes du district autonome d'Abidjan seront desservies par les nouveaux opérateurs. Et donc, ce que nous demandons à la population, c'est le respect des heures de sortie des ordures et surtout de bien emballer les ordures. Et justement, les heures de sortie des ordures. Les heures de sortie, on va dire, grosso modo, entre 17h et 21h et 5h, 6h pour le matin. En dehors de ça, gardez vos ordures chez vous à la maison, attendez la prochaine heure. Alors, je rappelle les numéros de téléphone de nos partenaires de l'ANAGED. Attention à vos calepins prêts, notons. 47 14 00 00. 47 14 00 00. Je dis ça deux fois, je suis gentil. 01 20 00 00. 01 20 00 00. Et puis le 56 50
0000. 56 50 0000. Vous pouvez appeler pour toute suggestion. Et puis, s'il y a un agent qui s'est distingué par un bon comportement, pour le féliciter. Si c'est un mauvais comportement, pour le décrier également. N'est-ce pas, M. Akichi? La propriété, c'est l'affaire de tous. Merci beaucoup. Et c'est avec ce slogan qu'on vous dira merci d'être passé sur le plateau. Voilà. Alors, nous partons maintenant pour la météo. Non, le point route. Le point route? D'accord, c'est bon maintenant? Ok, d'accord. Alors, la première voix qui nous accueille, c'est parti. Le boulevard Lagunaire, la route, c'est pas moi, c'est maintenant, voilà. Le boulevard Lagunaire, donc, qui nous montre l'Harmattan. Le brouillard, voilà. L'Harmattan est là. Vive le vent, vive le vent. Donc, il faut se protéger. Vive le vent de l'Harmattan. Le cou, se mettre chaud le matin et puis les lèvres aussi. Et surtout, élément de visibilité de la voiture, des voitures, c'est très important. Ne faites pas comme ceux qui filent beaucoup très tôt le matin. Suivez mon regard. Non, aucun regard ne sera suivi. Prochaine voie. Seront félicités. Merci. On part pour la commune de Plateau, Cocody, boulevard Latry. Voilà, c'est le même tableau pratiquement que pour le plateau. Visibilité le matin moyenne, est encore... Voilà. Il est jeune, il est même nourrisson. Très jeune, nourrisson. Voilà. Et troisième voie, si on en a, si les dieux de la technique sont avec nous. C'est le fond de Gaulle. Vous voyez un peu l'Harmattan là, vous voyez un peu. Oui. On sent. Et ça, c'est bien. Vous qui êtes à la maison, vous devez bien en profiter parce que ce temps-là, il est propice pour... Le climatiseur n'est pas trop sollicité. Sous la couette, avec du bon chocolat chaud. C'est Noël, c'est décembre, voilà, avec tout ce qu'on aime avec. Merci beaucoup à vous d'être en notre compagnie ce matin bonheur. Aujourd'hui, en ce mardi 11 décembre 2018, je suis Marcelin Gouvoy en compagnie de Alix Kokola et celui qui vient maintenant s'appelle Régis Kofi. Mais avant lui, on aura la météo. C'est le mid-term de cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette matinée, tout d'abord le début. On observera de la brume humide ou du brouillard dans les régions du sud forestier, du littoral et de la bande centrale. Par la suite, on y observera une domination progressive du soleil sur ces régions. Au nord, le ciel sera peu nuageux et ensoleillé. Les températures pour la matinée, la maximale affichera 26 degrés à Abidjan, 25 degrés à Adiaké comme à Bandoukou, 24 degrés dans les villes de Boaké ainsi qu'à Daloa, 25 degrés à Dimbokro, 24 degrés à Gagnoa ainsi qu'à Korogo, 22 degrés de minimale à Mans, 24 degrés à Odiéné, 25 degrés à San Pedro, Sassandra Tabou, 24 degrés à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, le début sera généralement dominé par de larges intrusions du soleil. Cependant, en milieu de période, quelques bourgeonnements nuageux occasionneront des pluies localisées dans le sud forestier et sur le littoral. Dans le reste du pays, on aura des sensations d'air sec et chaud, avec plus d'intensité au nord. Pour les températures, à Abidjan comme à Diaké, il fera 31 degrés. 35 degrés sera observé comme maximale à Bandoukou, 33 degrés à Boaké, 32 degrés à Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa, 34 degrés dans le Poro, 33 degrés à Mans, 34 degrés à Odiéné, 31 degrés à San Pedro comme à Sassandra, 30 degrés comme minimale à Tabou, 33 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. Bienvenue dans ce point de l'actualité africaine. Le gynécologue congolais Denis Mukwege a reçu hier à Oslo son prix Nobel de la paix pour son combat en faveur des femmes victimes de violences sexuelles. Un jour de fête chez les voisins de son hôpital de Panzi à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo.
Je vous invite à suivre quelques réactions. Ni la personne n'ira pas au champ. Nous, population de Panzi, personne n'ira pas au champ. Nous tous, nous serons au rendez-vous pour accueillir le prix Nobel de notre fils, Dr Denis Mukwege. Des représentants de plus de 150 pays se réunissent à Marrakech au Maroc pour approuver le pacte mondial sur les migrations piloté par l'ONU. Un texte qui polarise les critiques des nationalistes et des anti-migrations. Pour l'ONU, c'est un moment déterminant pour coopérer sur les questions globales. Des meetings, des affiches, des promesses en apparence. La campagne se déroule presque normalement dans l'immense République démocratique du Congo, à 2 semaines d'élections inédites et 2 fois reportées. Mais les ferments de la crise post-électorale n'ont pas disparu. La commission électorale met en garde les responsables politiques qui attisent la violence et même le prix Nobel de la paix congolais Denis Mukwege redoute déjà les troubles après le scrutin. Malgré la recrudescence des violences en Centrafrique, un petit groupe de bénévoles parcourt les routes du pays pour projeter des films dans les régions les plus reculées. À Bayanga, zone pygmée au sud-ouest de la Centrafrique, où peu de gens ont déjà vu un écran, le cinéma numérique centrafricain diffuse des films éducatifs pour sensibiliser le public aux problèmes de société. Suivi. Cette vieille voiture sillonne les routes caouteuses de la République centrafricaine depuis plusieurs mois. À son bord, 3 hommes et 2 femmes. À son arrivée, c'est toujours la même effervescence. Le cinéma numérique ambulant centrafricain parcourt tout le pays, grandes villes et petits villages, pour diffuser des films à la nuit tombée, auprès d'un public qui bien souvent n'a jamais vu un écran. Le cinéma numérique ambulant diffuse des films thématiques, des films qui consistent à sensibiliser la population sur les problèmes auxquels elle se heurte. Les thèmes abordés sont nombreux, vaccination, mariage forcé ou encore scolarisation des filles. Pour de nombreux Centrafricains vivant dans les régions reculées, le cinéma permet d'appréhender des problèmes de société systématiquement débattus après la projection. Le film que j'ai vu hier sur l'écran géant était très intéressant. Ce que j'ai retenu, c'est l'importance qu'il faut accorder à la scolarité des filles, plutôt que de les faire travailler. Financé par l'UNICEF, l'Alliance française de Bangui et les fonds propres des autres cinémas ambulants d'Afrique, le projet peine à survivre. Les animateurs et techniciens, tous bénévoles, doivent composer avec du matériel vétuste. Nous avons fait une caisse pour mettre le matériel dedans pour protéger à cause de la route, parce que l'état des routes n'est pas bon. Malgré les difficultés, le cinéma ambulant veut poursuivre son chemin en se rapprochant des zones les plus touchées par les années de conflits meurtriers, avec l'espoir de susciter encore du rêve, des émotions et pourquoi pas des vocations. C'est la fin de ce point consacré à l'actualité africaine. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve à 7 h. Avec grand plaisir. Maintenant, nous partons pour notre chronique e-digital, la rubrique e-digital avec M. Isaac Sieka. Si le jingle est positionné, c'est parti. Auquel cas, on ira directement. Monsieur Isaac Sieka. Bonjour, Marco. Alors, la qualité de service des opérateurs de téléphone cellulaire en Côte d'Ivoire. On était là-dessus la semaine passée. C'est la suite et fin. D'abord, on va faire un petit condensé de ce dont on a parlé la semaine passée pour nos téléspectateurs qui, par hasard, peut-être sont là pour la première fois aujourd'hui. Merci beaucoup, Marco. Je pense qu'on aurait défini la qualité des services au niveau des téléphones cellulaires. C'est le respect des exigences du réseau par rapport au cahier des charges défini par l'ARTCI, qui est l'autorité de régulation en Côte d'Ivoire. Et en termes de services offerts, vous savez qu'il y a la voix, les SMS, data que nous appelons communément Internet, il y a les centres d'appel et aussi la facturation. Donc voici les différents services concernés. Donc pour résumer, nous avons parlé la dernière fois de quels sont les blocages, les soucis que les opérateurs rencontraient et même les clients que nous appelons consommateurs rencontraient aussi au niveau de la qualité de service des réseaux en Côte d'Ivoire. Donc je pense que c'est résumé un peu. Non, c'est pas résumé. Les blocages, c'est quoi? Les soucis, c'est quoi? Oui. Redites-nous, c'est ce qu'on veut justement. Les soucis, nous avons parlé la dernière fois des problèmes d'énergie, la qualité du réseau. Il y a aussi les coupures au niveau même de la communication, les SMS qui n'aboutissent pas, l'Internet qui est lent ou bien c'est inexistant. Bon, voilà en somme les blocages que les consommateurs rencontrent au niveau des réseaux cellulaires en Côte d'Ivoire. Voilà. Et bien d'autres problèmes. D'accord.
Et la semaine dernière également, nous avons pu décrypter quelques diagrammes. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas d'illustration. Oui. On avait quand même décrypté les différentes attentes des consommateurs et ce qui était produit par les différents opérateurs. Oui. Parlons maintenant des manifestations de la dégradation. Qu'est-ce qui fait que nous sommes au stade de ne pas avoir un réseau efficient? Je pense que oui, merci beaucoup. Je pense que le vrai souci au niveau des réseaux, il y a la maintenance. Et lorsque vous faites un réseau cellulaire, il faut être très vigilant. Par exemple, nous sommes actuellement dans la zone des fêtes. Il est très important que les réseaux mettent en place des équipes d'astreinte pour veiller sur la qualité du réseau et sur les équipements. Il faut dire aussi que les réseaux se dégradent parce qu'il y a aussi des vols des équipements sur les sites cellulaires. Il y a aussi du sabotage. En plus, la population ivoirienne s'accroît. Par ailleurs aussi, il y a des populations qui ne veulent pas aussi qu'on installe les antennes dans les endroits parce qu'ils ont peur, parce que c'est un peu, ça rend malade. C'est fondé, pourquoi pas les sensibiliser? Ce n'est pas fondé à 100% parce que l'OMS a dit d'appliquer le principe de précaution. Voilà, des précautions, parce que ce n'est pas prouvé à 100%, mais l'avenir peut nous prouver que ça rend malade. Donc du coup, on demande de prendre des précautions à ce niveau-là. Voilà. Mais l'ATCI a des équipements pour faire d'abord les tests avant de faire les installations des antennes cellulaires en Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'il faut leur faire confiance. Lorsqu'ils le font, ils produisent un document pour rassurer les populations. Et je rappelle que le cahier des charges également est énorme. Hein. Le cahier des charges est vraiment énorme. Très contraignant. Très contraignant, il faut le dire. En termes d'énergie, sécurité, les seuils qu'il faut respecter en termes de communication en Côte d'Ivoire. Puis la caution aussi est énorme. La caution est aussi énorme parce que vous savez que le domaine des tribus cellulaires brasse beaucoup d'argent. Il faut faire aussi beaucoup d'investissements aussi pour être à la hauteur des indicateurs qui ont été prévus dans le cahier des charges de la TCI. Est-ce que la superficie ivoirienne est propice à de bonnes installations au niveau des télécommunications? Est-ce que nos 322 500 et quelques kilomètres carrés sont propices? Est-ce que c'est des endroits faciles à exploiter pour la communication? Qu'est-ce que la TCI nous dit? Je pense que la Côte d'Ivoire, avec son territoire, c'est propice pour installer des antennes en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Pourquoi? Parce que nous avons quand même un territoire qui est assez homogène. C'est vrai qu'il y a des collines par endroits, mais en général, en tout cas, on arrive à installer des antennes cellulaires un peu partout. Donc le réseau, il est parfait à Mans. Le réseau, oui, à Mans, en général, il n'y a pas de problème, mais il peut aussi être à Mans parce qu'il y a des collines. Les collines aussi bloquent aussi. À Diokou, par exemple, c'est la boucle du cacao, c'est ça? Du cacao. Ouais. Est-ce que là-bas, vers l'ouest. Est-ce que tout est fait là-bas pour que nos parents, planteurs des champs, puissent bien communiquer pour acheminer les produits? Tout ça, ça compte. Bon, Marco, pour vous dire la vérité, c'est que vous savez que les entreprises du cellulaire en Côte d'Ivoire ne sont pas des philanthropes, ils cherchent de l'argent. Il faut chercher de l'argent là où il y a l'argent, parce qu'à Diokou, il y a de l'argent. Voilà, et servir là où il y a l'argent. Les autres où il y a l'argent, ils sont présents. Ah oui. Qui vient de valider que c'est parfait. Ils sont présents et du coup, il faut optimiser. Vous savez, la qualité, elle est importante. Plus où il y a la bonne qualité, mieux on gagne de l'argent. Je ne veux pas qu'un opérateur puisse s'amuser à rendre son réseau mauvais, alors que si vous êtes mauvais, vous perdez de l'argent en fait. Alors, toutes les régions de Côte d'Ivoire ont intérêt à être très productives. Hein. Oui, ils ont intérêt à être très productifs pour attirer vraiment les opérateurs. Mais je pense que l'État de Côte d'Ivoire, même pour essayer de gérer cette situation, puisque toutes les gens ne sont pas vraiment au même niveau, la Côte d'Ivoire a mis en place l'ANSUT. Et l'ANSUT permet de résoudre ce souci d'absence de réseau dans certains endroits. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous, en tant que professionnel du milieu, comment vous voyez le processus particulier des fêtes de fin d'année? Parce que nous, on est tellement habitués à faire les choses au dernier moment. Surtout le 31 où il n'y a pas réseau, quand on appelle X ou Y. Et on sait ça depuis longtemps, hein, mais ça va nous prendre encore le 31. Là. Quelle est la solution de notre monsieur digital ici pour qu'on puisse... La solution, elle est simple, mais je crois que c'est maintenant connu des opérateurs. Vous verrez que maintenant, c'est un peu rare de voir cette situation dont vous parlez. 30 décembre. Vous êtes sûr? Surtout le 31, quand on veut appeler tout le monde en même temps pour souhaiter les vœux. On est en Côte d'Ivoire aussi, quand même. Oui. Est-ce que l'année passée, il y a eu un problème sur en Côte d'Ivoire l'année passée, si vous vous rappelez très bien? Je ne crois pas qu'il y ait un grave problème au niveau des réseaux cellulaires. Donc c'est résolu? Oui, c'est résolu parce qu'ils ont pris conscience qu'à ces périodes-là, la communication augmente en Côte d'Ivoire. Samedi, pas plus tard que samedi. Ici, samedi. On n'est même pas encore le 31 même. Samedi, c'était impossible
de communiquer. Samedi, je suis passé aussi. Ouais. Quand il y a 2-3 concerts seulement en même temps à Abidjan, c'est difficile de communiquer à Abidjan. Oui, et là, on parle du 31 décembre, hein, où les appels viennent de partout. Ben oui, du monde entier, de l'extérieur, l'intérieur. Je pense que... Quand même. Marco, parce que nous allons prendre ce que vous dites pour argent comptant, on se reverra en janvier. Vous voulez que les fêtes de fin d'année... Parce qu'après, vous allez partir, c'est Alix et moi, on est ici, puis les gens vont... Non, il est là, c'est lui. Mais je suis là, je vais répondre aux questions, parce qu'en fait, les opérateurs ont intérêt à avoir des bons réseaux pour avoir de l'argent. Qu'est-ce qu'un bon réseau, justement? Un bon réseau, c'est un réseau qui est vraiment de qualité, qui répond vraiment aux critères et aux exigences de communication. Et comment l'usager, lui, il fait pour savoir tout ça? L'usager, dès qu'il communique, comme je l'ai dit, il verra qu'il peut avoir accès au réseau. Si le réseau est disponible, il a accès. S'il y a une continuité, c'est-à-dire qu'il peut communiquer sans interruption et que les données arrivent de façon normale. Alors les Ivoiriens veulent savoir, un bon réseau, ce n'est pas un réseau qui nous harcèle de bonus, mais c'est un réseau de SMS, mais c'est un réseau vraiment qui est efficace autant pour les data que pour la communication. C'est ça. C'est ça. Voilà, un vrai réseau, c'est un réseau qui respecte la qualité au niveau de la voix, au niveau des SMS, au niveau de la data qu'on appelle Internet, au niveau même du centre d'appel. Quand vous appelez un centre d'appel des dispositifs cellulaires, vous devez être pris dans le bon délai. Ensuite, le bon délai, c'est quoi? Il faut bien les fixer. Le 20 délai, c'est 20 secondes. 20 secondes. Voilà, c'est 20 secondes dans le jargon, c'est 20 secondes. Maintenant, il faudrait aussi que la facturation soit exacte. Parce que les opérateurs communiquent sur la facturation. Et si vous testez la facturation, si ce n'est pas exact, il y a problème. Donc, ces 5 éléments doivent être corrects au niveau des téléphones cellulaires, parce que la TCI suit ça de près. Justement, et là, maintenant, on a des solutions. On parle aussi de l'impact que cela a sur les usagers, pour les usagers notamment. Oui, Alice, il y a un grand impact sur les usagers. D'abord, c'est désagréable pour le consommateur. Et ça, souvent, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système qu'on appelle l'homo digitaliste. C'est-à-dire que nous, les hommes, nous usons beaucoup tout ce qui est équipement digital pour pouvoir communiquer, la technologie. Donc, on dit homo digitaliste. Et on en apprend des choses. Homo digitaliste, ça je note. Homo digitaliste. Homo sapiens, je connaissais. Voilà, nous sommes des homo digitalistes. Homo digitalistes. Donc, évidemment, les relations, même humaines, sont mises à mal. Parce que si vous voulez communiquer avec la famille et que vous n'allez pas le faire, c'est frustrant et autres. Oui. Mais encore plus grave, l'économie. Aujourd'hui, nous faisons tout ce qui est transfert d'argent, les banques, tout ça fonctionne avec le mobile et autres. Aujourd'hui, il faut dire que ce secteur, c'est 9% du PIB ivoirien. 9% du PIB ivoirien. C'est important. Donc, lorsqu'il y a un problème, c'est désagréable pour l'économie ivoirienne. On ne peut plus jouer avec ça. Alors, qu'est-ce que la TCI qui gère tout ça a prévu? Parce que c'est vrai, on parle des opérateurs, tout ça, c'est bien beau. Maintenant, vous-même, la TCI qui régule, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour la fin d'année? La TCI a prévu depuis un bon moment de faire les audits. Les audits permettent de mettre la pression sur les opérateurs pour qu'ils aient un réseau de qualité. Les audits ont permis de découvrir quoi? Quoi, par exemple? Ça permet de découvrir les failles en termes technologiques, les failles en termes de maintenance, les failles en termes d'investissement. Parce que si les opérateurs n'investissent pas, c'est difficile d'être au niveau. Par exemple, vous prenez un endroit comme Yopougon, où il y a beaucoup de monde. S'il n'y a pas assez d'antennes, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas communiquer normalement. Justement, il faut plus d'antennes. Et les conclusions de ces audits-là, est-ce qu'elles sont vulgarisées? Parce que vous êtes du domaine, vous pouvez nous instruire, mais pour les populations qui ne savent pas, et bon, comment on fait? Et la TCI fait 2 types d'audits. L'audit classique qu'ils font chaque 6 mois, dans l'année fait 2 fois, mais le DG dit qu'ils vont rapprocher les audits. Et il y a aussi les audits inopinés. Et lorsque c'est fait, ils le mettent sur le site de la TCI de façon officielle. D'accord. Et je pense que le DG a compris, il dit qu'il va falloir maintenant rapprocher les audits, de sorte qu'on peut même savoir chaque mois quel est l'opérateur qui a un réseau de qualité. D'accord. Okay. On est avec vous encore pour 1 minute. Moi, j'ai une préoccupation particulière. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de développement durable. Est-ce que les antennes, tout ça, il n'y a pas d'autres solutions pour les remplacer à terme?
Parce qu'on ne va pas continuer les antennes par rapport à la santé des gens. Parce que, bon, nous, ici, peut-être qu'on n'a pas de trucs poussés pour voir, pour vérifier. Sinon, des fois, ça agit sur la santé. Est-ce qu'à long terme, à court, moyen ou long terme, il n'y a pas de solutions intermédiaires pour... Voilà. Si, je pense qu'il y a des solutions. Il y a des solutions qui existent aujourd'hui sur le marché, même des ventes technologiques, qui permettent de gérer les zones électromagnétiques. Parce que quand on parle de télécommunications, on parle des zones électromagnétiques. Absolument. Aujourd'hui, il y a des systèmes qui permettent d'inverser les ondes pour ne pas que ça puisse impacter les humains. Ça existe sur le marché, ça existe aussi dans l'industrie pour pouvoir le faire. Est-ce que cela est utilisé? Cela est utilisé ici? Certains l'utilisent pour le moment, mais ce n'est pas encore homologué par l'État ivoirien. Mais en France, c'est devenu obligatoire. Vous verrez souvent, quand vous partez en France, vous verrez derrière des portables, des trucs qu'on scotche sur les équipements. Voilà, donc c'est un élément aussi pour pouvoir jouer sur les autres électromagnétiques. Merci beaucoup pour ces informations précieuses. Merci bien, Alix. Merci bien, Marco. Merci. Alors, tout ce qu'on a dit, c'est lui le spécialiste. Si vous avez des informations, vous voulez nous donner des choses... Vous nous envoyez un message. Vous nous envoyez un message, vous mettez son nom devant. Voilà. C'est pas Alix, c'est pas Marco, c'est notre spécialiste. C'est M. Siaka Isaac. Merci beaucoup, c'est gentil. Bonne journée à vous. Alors, nous, on va partir... D'un Isaac à un autre? Ben justement, voilà, on part pour les matins d'Isaac et Fréquence 2, Fréquence Jeune, nous reçoit tous. Taoré Bakari, Fatou Sako, Wonia Aka, Eric Augustin Léger, Niazou. Bon, ça y est, téléspectateurs de RTI 1, bonjour, bonjour Marcelin, bonjour Alix. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes bien à la radio, oui, il se passe une ambiance comme celle-là à la radio tous les matins de 6h à 9h et l'émission s'appelle Les Matins d'Isaac. Yann, bonjour. Bonjour Isaac, bonjour Marcelin, bonjour Alix. Et Carlton Yoka et Bibi Ray. Bonjour tout le monde, arrêtez les Kuba, c'est pas bon. Ne cherchez pas à comprendre, écoutez seulement. Bon, dans les matins d'Isaac, c'est vrai que c'est de la bonne humeur garantie H24, hein, donc on est en votre compagnie. Et ce matin, qu'est-ce qu'on offre à nos auditeurs? Sinon aux téléspectateurs aussi. Ouais, on va appeler quelqu'un? Ouais. On va caluner. Oui, on va faire un canular. Un canular, oui. Des plus particuliers, comme on sait le faire ici sur Fréquence 2. Bon, c'est une tante qui a passé sa nuit à la gare routière et qui appelle sa belle-fille. Je suis où même à Djamé, non? C'est jamais que toi qui choisis. Ou bien bah, attends, non, mais surtout, tu ne vas pas nous parler de ton dialecte. Non, comment ça sonne. Va-t-elle décrocher? Qu'est-ce que c'est ça? Nous ne parlons pas ici. Allô? Allô? Mamie? Allô, mamie? Mamie? Oui, c'est qui? Tu dors? C'est qui? Comment aïe? Je suis à la gare, je suis à Djamé. Depuis hier, j'ai dormi là. Et toi, tu dors? C'est qui d'abord? Aïe. Moi, Gertrude, la tante à Ange. Ange t'a pas dit que... Gertrude, tante Gégé. La tante à Ange. Il t'a pas dit que je venais? Oh, merde. Je dis, j'ai dormi à la gare. Est-ce que Ange est là? Ange est là. Il faut me le passer. Tu donnes le téléphone là-bas, là. Passe-moi Ange, dépêche-toi, passe-moi Ange. À toi, je téléphone aider à bader. Oh. Ah, la vie, il faut te calmer un peu. Non, mais comment là? Comment ça? À toi, téléphoner Ange, ouais, donne-lui le téléphone rapidement là. Vraiment. Nous allons, ils sont là, ils te voient si à nous, ils sont en train de merder les gens dans ce monde. Mais quitte là. Je ne peux pas quitter, vu que je suis à la gare. Comment je quitte? Allô? Oui. Ange, Daniel, où tu es? Allô? Je dis Ange, où tu es, Daniel? À la maison. Mais je suis à la gare, ils m'ont garé depuis, j'ai dormi ici dans les moustiques, ils m'ont peigné, mais vous dormez dans le lit là-bas? Mamie, tu ne peux pas lui dire de venir me chercher. Depuis, non, j'ai dormi ici là. Hein? Comment ça, c'est une là, tu ne me connais pas? Hein? Oh, voilà des manières. Il n'a pas montré, c'est une eau. Je viens d'arriver, je suis venu, j'ai dormi à la gare là-bas, tu manges seulement là-bas.
Il faut envoyer ta famille. Nous, non, gars, je suis à jamais ici. Il faut l'envoyer. Ils vont venir me chercher pour venir aller à la maison. Ici, j'ai dormi dans les conditions lugubres. Moi, moi, je ne sais pas. Je ne comprends pas ce que tu dis. Vraiment, c'est compliqué. Avec moi, hein? Il vient me chercher. Viens, ils n'ont gagné des loups et il faut aller là-bas. Oh, vraiment. Fréquence 2. Fréquence 2. Fréquence 2. Allô, Ange? Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous êtes en direct sur Fréquence 2 et vous êtes en direct à la fois sur RTI 1. Ah, Seigneur. Dis-nous tu un jour. Ah non. C'est Tanti Djé. Tanti Djé a décidé de vous passer le bonjour aujourd'hui. Tanti Djé, merci, on te salue. Non, reviens pas. Vous allez nous tuer un jour. Bon, non, bon, ok. En plein décembre, qui va venir un petit argent? Non, mais sérieux, attends, à 6h52 quand même, allez-y, profitez. Hein, Bon, vous arrivez, hein, donc qu'est-ce qu'il reste à faire d'autre? Bon, d'accord. Mettez en même temps la radio sur 92.0 si vous avez un véhicule. Si ce n'est pas le cas, bon, mais déjà à la maison, vous pouvez mettre votre poste téléviseur sur RTI 1. Donc vous verrez l'ambiance du studio de Fréquence 2. On va rappeler tout de même à tous nos auditeurs, pour tous les téléspectateurs qui souhaitent nous rejoindre et échanger avec nous sur ce sujet, Yann. Entre une personne diplômée et une personne expérimentée, laquelle constitue une plus-value pour l'entreprise? Allez-y, appelez-nous au 20 22 21 21 ou au 20 24 27 89. C'est un plaisir d'échanger avec vous tous les mardis matins, à la fois à la radio et à la télévision. Merci à l'équipe de Matin Bonheur, Zélika, Marcelin, Alix et à la Réal, à Anjou aussi, tiens. Joseph. Ouais, tout le monde. On fait un coucou à la maquilleuse aussi. Ouais. Non, tiens, Joseph. Joseph qui fait non, à la télé, je suis ton patron, à la radio, t'es mon patron. si. Ouais, salut les câblements. Ah oui. Et puis, qui donne café. Bon, à toutes les équipes qui travaillent de jour comme de nuit, pour vous permettre d'écouter la radio dans de bonnes conditions et de regarder la télévision également dans des conditions optimales. Allez, on va se laisser avec une chanson qui est une nouvelle sortie. Tiens, je vous parlais de nouvelle sortie. Angelo Dogba que vous entendrez donc à 7h pour ouvrir l'heure. Et là tout de suite c'est Soul Banks, direction la Guinée. C'est une grosse nouveauté. Au revoir Marco, au revoir Alix, au revoir l'équipe de Matin Bonheur, à mardi prochain. Bisous. Yalla bye. Goodbye. Allez, merci beaucoup pour le canular, ça fait plaisir. Et puis on est très heureux de toujours avoir la team de Fréquence 2, la fréquence la plus cool et la plus jeune de la bande FM. Merci d'être aussi avec la chaîne la plus matinale et la plus cool du paysage audiovisuel africain du PAA, Matin Bonheur. Tout de suite, on va passer à la dernière salve d'informations, dernier flash avec Régis Kofi. Madame, Monsieur, voici l'actualité internationale. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. On démarre en France après une 4e journée de mobilisation des Gilets jaunes et alors qu'ils ne s'étaient pas exprimés depuis plus d'une semaine, le président Emmanuel Macron a pris la parole hier au palais présidentiel. Plusieurs mesures ont été annoncées au milieu de déclarations visant à ressouder les Français autour d'un nouveau contrat social. On écoute justement le président français Emmanuel Macron. Le travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Je veux renouer avec une idée juste, que le surcroît de travail accepté constitue un surcroît de revenus. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charge dès 2019. Et je veux qu'une vraie amélioration soit tout de suite perceptible. C'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Et cette prime n'aura à acquitter ni impôt ni charge. En bref, en image, une cinquantaine de manifestants interrompent la délégation américaine envoyée à la COP24 par Donald Trump. La délégation a été envoyée pour promouvoir les énergies fossiles et le nucléaire. La Yakoutie, dans le nord-est de la Sibérie, la plus grande région de Russie et surtout
la plus froide au monde. Pour des villages comme Houai, les blocs de glace sont la principale source d'eau potable une majeure partie de l'année. Reportage. Briser la glace pour ne pas mourir de soif. C'est le rituel de nombreux villageois de Yakoutie dans le nord-est de la Sibérie chaque début d'hiver. 10 mètres cubes de glace arrachés au lac, ce sont environ 7 mois d'eau potable pour une petite famille. Il fait déjà moins 41 degrés et le temps presse pour Innocenti et son équipe. Dans quelques jours, la couche de glace sera trop épaisse. Le plus difficile, c'est lorsque la glace a une épaisseur de 30 à 50 cm. Dans ce cas-là, le travail devient physiquement très dur. Dans les communautés rurales de cette région, la plus froide de la planète, l'eau courante est un luxe. Le robinet ne fonctionne que quelques semaines dans l'année quand les canalisations ne sont pas gelées. La glace, récoltée à la surface du lac, est une alternative qui tombe à pic. Notre glace est claire. Nous ne la nettoyons pas, nous la mettons tout de suite dans un tonneau et c'est tout. C'est l'eau la plus pure à boire qui existe. D'après certains écologistes, les rivières qui fournissent l'eau du robinet sont régulièrement polluées par l'activité minière, principale ressource économique de la Yakoutie. À 74 ans, cette habitante du village d'Oï en boit d'ailleurs le moins possible. J'aime l'eau de la glace, elle est plus propre. Je n'aime pas le goût de l'eau du robinet. En ville, ça sent le chlore, et ici, parfois, ça sent le mazout. De même que la pêche ou la coupe du bois, Innocenti enseigne la récolte de la glace aux jeunes générations. Un savoir indispensable dans une région qui compte près d'1 million de lacs pour autant d'habitants. Maya Meri, 8 ans, avait ému les réseaux sociaux avec des photos la montrant en train de se traîner au sol avec de fausses prothèses faites de boîtes de conserve. 5 mois plus tard, la petite Syrienne née sans jambes peut enfin remarcher grâce à des jambes artificielles, comme vous pouvez le voir sur ces images. L'une des dernières troupes de boxe au monde poursuit sa route à travers les villes d'Australie. Des volontaires viennent défier les boxeurs de la troupe sous un chapiteau rempli d'une foule enthousiaste. Merci à toutes et à tous de votre attention. C'est la fin de cette édition. Je vous laisse en compagnie de Marco et Alix pour la suite. Et on se revoit demain. Régis, belle journée à vous. Merci Régis. Alors, nous partons pour notre élément. Aujourd'hui, on parle de droit. Le sujet, c'est la détention et la santé. Comment sont traités les détenus en milieu carcéral par rapport à leur santé. On part pour l'élément et Maître Koneki Obien sera avec nous. La santé des personnes détenues demeure une préoccupation d'ordre humanitaire. Très souvent, les parents assistent impuissants à la dégradation mentale, mais aussi physique de leurs proches. Surpopulation, insalubrité, drogue, maladies infectieuses, etc. rendent difficiles les conditions de détention. Selon Amnesty International, sur le continent africain, certaines prisons sont devenues de véritables mouroirs. Visiblement, le recours à l'emprisonnement comme peine principale de droit commun n'a pas ôté à la peine son caractère afflictif. Le prisonnier a droit aux soins de santé. Parce que c'est un être humain comme tout autre, surtout qu'il est détenu. Il ne peut plus bouger de par sa volonté, il doit être soigné, il doit être nourri, il doit être bien traité. Parce que la prison, on estime que c'est un lieu d'éducation. C'est un être humain et s'il ne se sent pas bien, c'est normal qu'il ait une assistance. C'est normal de soigner un prisonnier parce qu'il n'est pas un animal et il est malade, mais donc il a ce droit-là, ce privilège-là d'être soigné. Mais ça ne veut pas dire qu'il sera libéré. Les maladies sont souvent causées par de mauvaises conditions sanitaires dues notamment aux ressources limitées allouées aux prisons. On estime que la tuberculose est près de 100 fois plus élevée et le VIH 75 fois plus élevé dans les prisons qu'au sein de la population générale. J'ai des amis, j'ai des parents qui ont fait la prison et quand ils sortent, ils demandent de ne même pas passer devant une prison parce que les conditions effectivement ne sont pas réunies. Conditions de santé, nourriture, même les visites.
il y a des tracasseries. Mon voisin, j'étais allé en prison, mais quand il est venu, c'était des désastres. Parce qu'il avait des boutons, tout. En tout cas, il était maltraité. Il était maltraité parce que quand tu le vois, c'est que il n'est même pas présenté, quoi. Moi, je me dis qu'ils ne sont pas suivis par l'État. Il y a des endroits de la Maka qui sont très sales même. L'odeur même est presque invivable. J'ai une opinion un peu mitigée sur cette question-là. Je pense que sur 100%, il n'y a pas d'hygiène au moins à 80%. Parce qu'il n'y a que des personnes nantis qui ont droit à cette hygiène-là. Et d'autres qui n'ont pas assez de moyens. Et la plupart des prisonniers n'ont pas assez de moyens. Et comme ils n'ont pas assez de moyens, bon, ils sont un peu laissés, quoi. Des prisons qui étaient prévues pour, par exemple, 1500 personnes sont aujourd'hui à 3000, 4000 personnes. Il y a quelles conditions d'hygiène là? Ça n'existe pas. La prison, lieu de privation de liberté, est aussi un endroit où les prisonniers doivent gérer tous les risques dans cet univers carcéral très limité. Alors, quand survient un cas de maladie, quel recours? Existe-t-il une procédure de prise en charge? Les standards internationaux sont clairs. Les prisonniers ont le droit de recevoir un traitement médical adéquat et de vivre dans un environnement sain. Quelle est la réalité, mesdames et messieurs, de la santé et de la détention dans notre pays? Comment nos prisonniers sont-ils traités à la Maka? Est-ce qu'ils bénéficient de conditions adéquates pour leur épanouissement? Parce que la prison, ce n'est que la prison, ce n'est pas l'enfer, c'est un endroit de correction et non de meurtre où on va tuer les prisonniers. Comment ça se passe dans notre pays? Maître Koné Kiyobi est notre spécialiste droit de Matin Bonheur. Première question pour vraiment situer tout le monde. Qu'est-ce que dit la loi sur la question, sur la santé des personnes en détention? Merci, M. Govoy. Merci beaucoup, Alix. En venant ici ce matin, franchement, j'ai pris le temps de fouiller le code pénal, le code de procédure pénale, faire des recherches. Est-ce qu'il y a des dispositions spécifiques sur la question de la santé de celui qui est soit en détention préventive ou qui est condamné? J'avoue que je pensais qu'avoir mal étudié ce code à l'université, mais je me rends encore compte qu'en réalité, notre code est vide. Hier soir, quelqu'un me demandait, mais que dit la loi sur la question de la santé? Il dit, mais notre code pénal et notre code de procédure pénale sont faits pour les gens en bonne santé. Point. Grave ça. Il n'y a pas de place pour la personne malade. Pourquoi je le dis? C'est vrai, la liberté est laissée au juge, soit d'instruction ou le juge des libertés, de gérer la situation de la personne malade pour qu'elle sorte de la prison pour aller se faire soigner dans un centre spécialisé, dans un hôpital, on le voit souvent. Vous avez vu même dans les images, centre médical spécialisé. Ça ne donne pas envie d'y aller. Mais dire que la loi prévoit un texte spécifique, une conduite spécifique à tenir en face de la personne malade. Quand on dit la personne malade, je pense à la personne malade en prison. Il y a des personnes, dès qu'on leur annonce qu'elles doivent être mises sous mandat de dépôt, ça peut déclencher des crises cardiaques, des crises d'émotion. L'angoisse peut créer des problèmes. Il y a des personnes même qui viennent au moment d'être interrogées, elles sont déjà soit diabétiques, elles ont une hypertension, ou bien elles ont des relents d'une crise cardiaque qui s'est mal passée, ou bien elle a été déjà victime d'un AVC dont on n'a pas détecté toutes les conséquences. Mais rien de tout ça, aucun examen préalable n'est fait pour qu'on sache si la personne est apte à tenir dans le cadre d'une détention. Donc en réalité, notre texte est vide. C'est le bon vouloir du magistrat qui est devant, qui est du juge d'instruction, qui reçoit une personne. C'est à lui de voir. C'est à lui de voir dans son fort intérieur son humanité, sa bonne volonté, sa décision discrétionnaire en fonction de ce qu'on lui présente comme tableau. Ça, si encore la personne est un avocat pour dire au juge que cette personne souffre de telle maladie. Les avocats sont commis d'office pour certains. Non, pas forcément. Quand on dit commission d'office, la commission d'office, c'est seulement en assise. Sinon, la commission d'office, lorsque vous êtes convoqué à la police ou à la gendarmerie, on ne vous commet pas d'avocat d'office. Vous pouvez trouver un avocat pour vous accompagner. Mais la personne qui comparait devant un juge d'instruction en interrogatoire de première comparution, qui risque d'être mise sous mandat de dépôt, en principe, on devait pouvoir faire un examen médical pour savoir est-ce que cette personne-là est capable de tenir dans le cadre
détention préventive. Et même si la loi ivoirienne ne dit rien, les droits de l'homme disent quoi? Mais justement, on a oublié de se référer aux conventions internationales pour dire que... si la convention internationale, elles sont vagues, les conventions internationales, c'est des mesures générales. On vous dit toute personne a droit à ceci, toute personne a droit à ceci. L'État doit faire cela, l'État doit faire ceci. Vous comprenez? Or, si la loi vous dit, par exemple, toute personne, avant d'être détenue, devrait être examinée pour savoir si sa situation physique, mentale peut tenir une détention. En Europe, ça se fait dans certains pays, dans la plupart des pays, justement. Il y a des personnes qu'on a mises en liberté parce que leur état de santé ne pouvait pas lui permettre d'être détenu. Mais ici, la loi ne dit rien. Et pendant, lorsqu'on discutait sur le code de procédure pénale et que la question a été posée, il y en a qui disent, mais le juge d'instruction peut mettre à tout moment de la procédure, la personne peut être mise en liberté. À tout moment de la procédure, mais lorsque ça arrive trop tard. Moi, je vous le dis, j'ai vu des juges d'instruction pleurer parce qu'un détenu est décédé. J'en ai vu effondrer dans leur bureau. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, monsieur le président? Pourquoi qu'est-ce qui se passe pendant la présidence? Je ne vais pas les nommer. Je dis, maître, on vient de m'annoncer qu'un détenu est décédé. Cette mort me fait extrêmement mal. Parce qu'au fur et à mesure qu'on évoluait dans la procédure, nous nous sommes rendus compte qu'elle n'avait rien à voir avec cette affaire. Mais vous voyez? Mais combien de temps? Eux, ils ont eu le temps d'avoir quelqu'un qui pleure sur leur mort. Mais ils sont combien qui meurent à la Maca sans qu'on ne pleure? Parce que soit leur maladie a été détectée en cours de détention et qu'elle n'a pas pu être prise en charge. Donc, pour vous dire que notre code, notre loi est vide, elle est muette sur la question. Spécifiquement la santé. Il y a un article 77 quelque part qui parle de la détention pour la conduite dans les centres de santé, mais c'est seulement le cas de personnes dont les facultés mentales sont altérées. C'est seulement ce cas-là, c'est cet article 77-là seul. C'est cet article seul. Mais dit qu'il y a une spécificité sur la question de la maladie du détenu, il n'y a aucun article. Alors, comment sont gérés, en tout cas, les malades en milieu carcéral? Leur santé, qui les gère? Comment ça se passe, par exemple, au niveau de la MACA? Pour l'expérience que j'ai avec les clients que j'ai suivis et que je continue de suivre à la MACA, il a un centre de santé. Mais il est tellement diminué que je me demande s'il faut l'appeler encore. Mais regardez dans l'image même. Vous avez vu dans l'image ce qui a été présenté. Déjà même, bon, j'ai bien envie de dire, regardez même dans le cadre normal, de la santé normale. Regardez comment les centres sont hors de la prison. Vous voyez comment les centres de santé sont. Maintenant, on dit en prison où on pense que là-bas, il n'y a que des personnes, des cahiers, des criminels. Mais il n'y a pas que les criminels. Et les personnes qui même pour les criminels aussi, elles ont droit à la santé. Oui, mais je veux dire que les gens vous diront, bon, celui qui a tué, pas de liberté pour celui qui est l'ennemi de la liberté, mais on ne dira pas de santé pour celui qui est l'ennemi de la liberté. Donc, il faut mettre les moyens. Mais en plus des moyens, il faudrait que la loi encadre la situation. Aujourd'hui, lorsqu'une personne pique une crise, en principe, on devait pouvoir la prendre en charge. Mais aujourd'hui, nous, les avocats, on vous dit que votre client est malade. C'est les parents en général qui viennent dans votre bureau pour vous dire que le client, leur parent est malade. Mais vous allez d'abord aller faire une demande de liberté provisoire qui va monter chez le procureur. Le temps qu'elle descende et que le juge d'instruction donne suite, la procédure est tellement longue. Et là encore, il faudrait qu'une suite soit donnée. On dit, bon, si son état de santé le nécessite, on peut la transférer dans un centre de santé. Mais ça, c'est une décision qui est prise, comme je le dis toujours, du bon vouloir. Donc, je profite pour dire, vous savez quoi? En son temps, devant la surpopulation ou bien devant les arrestations arbitraires, devant les mises sous mandat de dépôt abusifs, M. Gouvet est témoin, la question avait été soulevée. Dans l'urgence, le garde des Sceaux a pris une circulaire pour désengorger parce que ça devenait intenable. Mais aujourd'hui, c'est la même question, c'est ce qu'on lui demande à nouveau. À l'époque, c'était les mandats de dépôt abusifs. Aujourd'hui, c'est la santé des détenus. En son temps, des images avaient circulé sur Facebook. Telle personne est atteinte de telle maladie, telle personne est atteinte. Mais ceux-là, ils ont eu la chance d'avoir quelqu'un pour publier les images sur Facebook. Et ceux qui n'ont pas de parents pour le faire, et ceux qui n'ont pas d'amis pour le faire, et ceux qui sont les oubliés et qui meurent. Et mais les personnes, parfois, qui ne sont même pas, qui ne sont pas concernées par l'infraction. Je vous prends un cas simple. Moi, je me souviens d'un dossier où il y avait trois personnes détenues. L'un des détenus est décédé. Quelques mois plus tard, on arrive à l'audience, l'affaire passe à l'audience, on les déclare tous non coupables.
mais l'autre est décédé. Et la famille de ceux qui étaient plaignants ont voulu tenter une réconciliation. Vous savez ce que les parents de l'autre ont dit plutôt? Ils sont prêts à se réconcilier, mais à condition qu'ils voient leurs parents vivants. Une façon de dire, ce n'est pas possible. Mais à qui la faute? On ne dira pas la faute à celui qui a mis la faute au dossier, oui, mais est-ce qu'il n'était pas possible d'encadrer cette détention-là légalement pour que la personne puisse arriver à se soigner correctement? Alors, maître, donc ce que vous nous dites, c'est tellement triste grave, oui. pour l'image de notre pays, mais on espère que ça va s'arranger, parce qu'en ce moment même, nous parlons, depuis hier déjà, le garde des Sceaux est à l'Assemblée nationale. Je pense qu'avec son équipe, il y a des choses qui sont faites, forcément, parce que ça ne va pas rester comme ça. Mais en attendant, quelle est la situation exacte à la MACA aujourd'hui, au point de vue nourriture et au point de vue épanouissement des prisonniers? Parce qu'avant la maladie, il faut d'abord que la nourriture soit bonne. Il faut que l'épanouissement, qu'ils aient droit à des moments de liberté, d'aération, tout ça, de sport, tout ça. Est-ce que c'est de mise à la MACA? Moi, je prends un exemple simple. Je vous disais tout à l'heure, je lisais hier dans la recherche sur ce sujet. En 1867, déjà, en France, on avait ce qu'on appelle la prison de la santé. 1867, dans le 14e arrondissement. S'il vous plaît, laissez la France... Aujourd'hui, nous sommes en 2018. Mais en Côte d'Ivoire, on n'a aucune structure sérieuse qui puisse être un palliatif à la situation précaire des détenus. La question. Aujourd'hui, en Europe, qu'est-ce qui s'est passé? En France, c'est le ministère de la Santé qui s'occupe des malades prisonniers. Ce n'est pas le ministère de la Justice qui se charge d'envoyer à l'hôpital les détenus. Non. C'est le ministère de la Santé, de sorte que la prison devient un pan de la compétence du ministère de la Santé. Si la prison devient un pan, naturellement, les prisonniers seront suivis comme tous les autres malades. Parce qu'aujourd'hui, une personne qui est détenue, on parlait de la tuberculose, on parlait du VIH, on parlait de ça. Mais on a beau faire des programmes, mais celui qui est détenu, qui ressort infecté, mais il va continuer à infecter. Est-ce que là, lorsqu'on fait les programmes, lorsqu'on fait les soins, lorsqu'on partage les antirétroviraux, lorsqu'on fait ceci, est-ce qu'on pense à ceux-là? Mais non. Voilà un vivier. Je vais dire que c'est une culture vivante de microbes. De propagation, il faut reconnaître aussi que ce sont les associations caritatives, voilà, les ONG, les associations religieuses, c'est la Croix-Rouge, c'est tout ce qu'il y a comme association qui font le travail de l'État. Mais ces personnes-là prennent la place de l'État. On me dira qu'il y a trop de détenus. Mais s'il y a trop de détenus, qu'on regarde ceux qui ne sont pas, qui n'ont plus rien à faire là, qu'on les libère. Voilà la question. Tous les jours, vous arrivez, il y a des mandats de dépôt. Mais combien de libérations on a? Non, mais voyons les choses même de manière globale, parce que tous les détenus, qu'importe le motif de leur incarcération, devraient être traités en matière sanitaire de la même manière. De la même manière, mais encore plus. Il y en a qui ont des pathologies qui ne peuvent pas attendre. Un diabétique qui n'a pas les moyens de trouver les médicaments. L'insuline et tout. Un hypertendu. Des personnes qui sont seulement soupçonnées et qu'on détient dans ces conditions-là et qui décèdent. Vous constatez que la loi... le mutisme de la loi est là, un mutisme assassin. C'est un mutisme assassin. Maître, j'ai posé une question concrète tout à l'heure par rapport à la nourriture. Comment ça se passe à la MACA? Qu'est-ce que les gens mangent? Est-ce qu'il y a un menu? Bon, là, j'ai bien envie de vous dire qu'il est... Certainement que sur ce plateau, si un jour le régisseur était invité... On a invité un régisseur une fois. Ça va permettre de pouvoir régler cette question. Nous, on parle en tant qu'avocat de nos clients. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, ces clients-là? Ils vous disent ce qu'ils vous disent là. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à la nourriture, relativement à l'épanouissement? Est-ce qu'ils ont, je sais pas. Ils ne sont ni épanouis, mais c'est normal, ils sont détenus, ils ne peuvent pas être épanouis. Non, je vais dire par rapport à il y a un minimum qui est... minimum, le sport. Même l'eau. Ils n'ont presque pas d'eau. C'est grave. Aujourd'hui, je suis en train de faire une procédure de dénonciation calomnieuse. Mais lorsque le client a fini de m'expliquer, je ne savais plus par où commencer. La maltraitance dont il a été victime. D'abord, même la place, même pour trouver la place pour s'asseoir, pour se coucher. Il était avec un parent qui était venu lui rendre visite, parce que c'était un vigile qui avait un parent qui est venu lui rendre visite à son lieu de travail. La société a estimé qu'il y a eu un vol. Ils ont ramassé tout le monde, y compris le parent qui est venu rendre visite, qui s'est levé, qui n'avait rien mangé, qui s'est retrouvé là. Il est diabétique. À la police, il est détenu. Son frère le signale, mais les policiers n'en ont cul. On le défait. Arrivé au parquet, il est mis sous mandat de dépôt devant un cabinet d'instruction. Son frère le signale, rien n'est fait. Il est déféré à la MACA, mais il a failli mourir le même jour.
Il a fallu de bonnes volontés, ainsi de suite. Lorsqu'on a vu qu'il suffoquait, on l'a transporté d'urgence, je ne sais pas où, dans un endroit où ils ont pu le réanimer, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le lendemain, ses parents puissent lui envoyer un morceau de pain pour qu'il puisse se retrouver. Mais il est ressorti dans un autre état. Aujourd'hui, il est prêt à poursuivre la société. La procédure est en cours. Mais combien ils sont qui sont arrêtés alors qu'ils n'ont rien mangé, pendant qu'ils ont des maladies métaboliques et qui peuvent trépasser à tout moment? Lorsque vous dites telle personne a telle maladie, telle personne a MMS, vraiment, il y a trop de préoccupations, telle personne a effectué. Mais si cette question était encadrée par la loi, vous dites non, mais en vertu de tel texte, en vertu de telle loi, vous avez le droit ou l'obligation de faire ça. En ce moment, le policier qui est chargé de la procédure, il est obligé de suivre. Le juge d'instruction devant qui la personne sera, s'il y a mandat de dépôt ou bien le procureur qui va recevoir le dossier, il est obligé de suivre. Mais aujourd'hui, si cela n'est pas encadré, qu'est-ce que vous voulez? Marco et Alix, bon vouloir. Merci, il y a un breaking news. Marco et Alix, ce que Maître dit est vrai. Mais en prison, en Côte d'Ivoire et en Afrique, en général, il y a des prisonniers VIP. Il y en a qui bénéficient de toutes les commodités. Ce que vous dites là, ça, c'est le commun de mortels, ceux qui n'ont personne, qui n'ont aucune relation. Mais moi, je ne suis pas là pour parler des relations. Non, c'est une préoccupation d'un téléspectateur qu'on vous rapporte. Du prisonnier lambda. Oui. Voilà. De la personne qui a la... Lorsqu'on dit que la loi vous dit, une personne convoquée devant, dans le cadre d'une enquête préliminaire, a le droit de se faire assister d'un avocat. On ne dit pas un VIP ou bien un tel. Non, ça c'est... Je pense donc si la loi un jour dit, avant de mettre quelqu'un en détention, il faut respecter tel principe. Il faut faire tel examen médical avant de prononcer une mesure de mise en détention. Là, au moins, on saura. S'il s'avère que cette personne-là, son état de santé ne lui permet pas de supporter une détention dans un centre ordinaire, mais qu'on crée un centre spécialisé pour les personnes malades, ça, ce n'est pas trop demandé. Absolument. Et maintenant, dans l'urgence, il faut que le garde des Sceaux instruise, qu'il prenne une circulaire comme en son temps il l'a fait, pour que toutes ces personnes-là qui sont atteintes de maladies qui peuvent menacer leur santé, aujourd'hui, les détenus qui meurent, il y en a trop. Les juges d'instruction seront témoins. Vous ne passerez pas dans un cabinet où on ne vous dira pas que telle personne, il y a un détenu qui est mort aujourd'hui, il y a un détenu qui est mort demain. Mais on recherche la vérité. Lorsque ces personnes meurent comme des mouches, est-ce que la vérité sera su un jour? Et un juge me disait, maître, on veut bien libérer parfois, mais le plaignant va écrire contre nous pour dire qu'on a pris de l'argent. Vous voyez, si la loi encadrait et qu'on dise au juge d'instruction, mais pourquoi vous avez libéré? Il dit, c'est vrai, j'ai libéré parce que la loi m'a donné l'autorisation pour telle raison et voilà les preuves. Lorsqu'il y a la loi, tout le monde est libéré. Mais lorsqu'on laisse le bon vouloir, l'humanité simplement, soit il y a des abus ou il y a des faveurs. Donc en ce moment-là, si on veut éviter, parce que vous savez, dans cette situation, les juges sont pris entre le marteau et l'enclume. Il y a le plaignant qui voudrait, certainement en Afrique, on a une volonté de vengeance tellement grave que tant que celui qui est notre adversaire n'est pas détenu, on n'est pas à l'aise. Il suffit qu'on le libère pour des raisons de santé. Non, il simule. Et on va écrire contre le juge pour dire, bon, le juge a libéré telle personne alors que il était nécessaire qu'elle soit détenue et que depuis qu'elle a été libérée, elle a disparu de la circulation, alors que souvent le plaignant même sait. Mais ce juge-là, quand on le convoque en conseil de discipline, vous voulez qu'il dise quoi? La loi ne le protège pas. Oui. Donc si la loi ne le protège pas, qu'est-ce qu'il fait? Il faut que lui se protège. Lorsque cette personne-là sera libérée, certainement que elle va se soigner, c'est bien, elle sera en liberté, elle est heureuse. Mais lui, le juge, on le convoque, on le poursuit pour avoir libéré quelqu'un alors qu'il ne fallait pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse lui? Donc ici, le juge est lui-même pris entre le marteau et l'enclume. Donc dans ces conditions, je vous le dis, seule une mesure de l'autorité supérieure pourra mettre tout le monde à l'aise. Mettre à l'aise le magistrat qui est chargé du dossier, soit le juge d'instruction, soit le juge des libertés, le juge de l'application des peines, qui mettra à l'aise le policier, qui mettra à l'aise le gendarme, qui mettra à l'aise toutes les personnes qui sont amenées à participer, à concourir à l'œuvre de justice. Sinon, s'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas une décision d'urgence, s'il n'y a pas peut-être une circulaire ou bien une décision de nature à clarifier la question, on nage dans un flou total où chacun se protège. Et quand chacun se protège, parfois c'est le détenu qui meurt. Wow. Alors cela devrait être encadré comment pour aboutir à une loi qui serait, on va dire, votée pour réguler, pour s'occuper. On peut mettre dans le... Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Ce que je propose concrètement, un examen médical avant toute détention. D'accord. C'est nécessaire. Un examen médical avant toute détention. Parce que si l'examen médical est fait, vous savez ce que ça peut éviter? Si la personne est atteinte d'une tuberculose. La contamination, on évite qu'elle aille contaminer les autres. Oui. Si elle est atteinte d'un VIH,
on évite qu'elle aille contaminer les autres. La schizophrénie, il y a plein d'autres. Si elle est atteinte, par exemple, d'une maladie métabolique comme bon, je ne sais pas si c'est le bon mot, elle a l'hypertension, elle a le diabète ou bien elle a une maladie qui peut, une maladie cardiaque et ainsi de suite, ça peut éviter qu'elle puisse, ça peut éviter qu'elle meure. Ok, examen médical. Oui, un examen médical. Pour aller plus vite, examen médical obligatoire. Ensuite, moi aussi, je propose aussi la nourriture. Équiper, justement, la nourriture, il faut les nourrir décemment. Décemment. Et au même niveau, tout le monde, quel que soit le nom du prisonnier. Le niveau d'une société est toujours mesuré à la manière dont elle prend l'équipement d'accueil pour le logement. Ça, logement. c'est clair. Donc ici, il faut un équipement d'accueil adéquat. Et dans l'urgence, voilà ce que je l'ai déjà proposé. Le garde des Sceaux doit être saisi. Il faut qu'il soit interpellé sur la question de la santé du détenu. Avant la détention, pendant la détention. La personne qui rentre, si la personne est bien portante, qu'elle ressort malade, les documents sont là pour dire qu'elle était bien portante. Si elle ressort malade, l'État peut être poursuivi en responsabilité. Mais si la personne ne savait même pas si elle était malade avant d'entrer, on poursuit l'État pour dire que telle personne est rentrée en prison, elle est ressortie malade. On vous dit, mais qu'est-ce qui prouve qu'elle n'était pas malade avant d'y aller? Donc, comment elle justifie la responsabilité de l'État? L'État peut totalement se dédouaner, puisqu'il n'y a pas d'examen médical avant. Donc, il faut un examen médical. Moi, j'ai accompagné souvent des clients. Heureusement, ce juge a été très compréhensif quand on lui a dit mon client a un problème de respiration quand il dort, qu'il a un appareil qu'il porte. Le juge dit, OK, donnez-lui son appareil, il le porte. S'il a un souci, même s'il est minuit, appelez-moi. Mais combien de juges ils sont? Et on ne dira pas que les autres sont méchants. Mais la loi ne lui dit rien. Vous comprenez? Si la loi ne dit rien. Et lorsqu'il va vouloir agir, on dit, mais pourquoi il est totalement magnanime vis-à-vis de ce détenu-là? C'est encore nous. C'est encore nous, les citoyens, qui allons dire, mais attends, mais ce juge-là, il est quand même tout à fait trop magnanime avec ce détenu. Hein. Est-ce qu'il n'a pas reçu quelque chose? Le plaignant qui va dire, il a détourné notre argent, il rentre en prison, et puis c'est le juge qui dit qu'il est malade et qui sort. Sur les réseaux sociaux, vous allez voir le nom d'un tel juge qui a libéré un tel. Vous comprenez? À ce sujet, maître, je me permets de vous arrêter pour dire que ce que... vous ne m'arrêtez pas, oui, vous interromps. Je me permets parce qu'il faut dire qu'il y a un travail psychologique à faire. Parce que dans l'entendement, dans l'imagerie populaire, un prisonnier, il n'a plus de nom. Un prisonnier a droit à une seconde chance. Ça, déjà, il faut des... Mais il faut le dire aux plaignants. Oui, il faut le dire aux plaignants. Non, au-delà du plaignant, même à la population. Il faut faire comprendre aux gens que ce n'est pas parce qu'on va en prison qu'on est raté. Absolument. C'est-à-dire, même le condamné à mort, même a droit à la parole. On peut y aller même pour des motifs qui sont pas fondés. Il est déjà sorti. Mais pourquoi il est sorti? Comme si il y avait une haine particulière. Mais nul ne souhaite la prison à personne. Il ne faudrait pas. Le plaignant devrait pouvoir comprendre que si la personne est détenue, elle peut être libérée. Mais quand on vient, il y a des personnes, moi j'ai assisté à des scènes où les personnes viennent dans le bureau du juge. Ah bon, il a été libéré? Mais non, mais ce n'est pas normal. Mais attendez, est-ce que c'est une peine avant la condamnation? Et la personne n'est pas condamnée. Le principe, il faut le respecter, il faut le dire, le principe, c'est la liberté. Pas facile. Et en son temps, le garde des Sceaux avait été clair. Il dit que les personnes qui n'ont plus rien à faire en prison doivent être libérées. Et il y a eu des libérations. Mais aujourd'hui, comme c'était un effet d'un moment, est-ce que ça continue? Il faut qu'il s'assure que ça continue. Maintenant, en plus de ça, il faut qu'il prenne nos circulaires sur la question de la santé et de la détention. En son temps, il l'a fait. C'est la solution. C'est la solution où, dans l'urgence. À côté de ce que vous avez proposé, est-ce que d'autres personnes pourraient influencer la création de cette loi? Ou c'est la solution, la circulaire? Bien sûr, mais si c'est le ministre de la Justice qui tient la loi, naturellement, les députés devraient pouvoir suivre. Maintenant, s'il y a toutes les personnes de bonne volonté, les ONG, qui peuvent prendre la question à bras de corps, pas des pétitions, forcément, ce n'est pas pour réagir, mais seulement pour sensibiliser sur le fait qu'il faut... Merci, maître. Le détenu doit être aussi soigné que l'homme qui n'est pas détenu. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, merci, maître. On espère que tout ce que l'on vient de dire pourra aboutir à cette circulaire tant attendue pour aider aussi les détenus là-bas. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Surtout des détenus. Bien sûr. À demain. À demain, chers.